Voilà, donc nous allons maintenant être enregistrés. Euh, on va, sans plus attendre, donner la parole à Éric Girardot, président du CIP de Loire-Atlantique, qui va avoir l'occasion de se présenter ainsi que tout ce que peut faire le CIP. Vous aurez après l'occasion de poser vos questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la présentation pour qu'on puisse les traiter en fin de présentation. Ou à lever la petite main disponible dans les réactions pour qu'on puisse vous donner la parole si vous avez besoin de donner quelques explications à votre question. Monsieur Girardot, à vous, votre support va bientôt s'afficher. Bonjour à toutes et à tous. Un salut particulier aux personnes que je connais un peu plus. Ils se reconnaîtront eux-mêmes. Voilà, donc je suis, comme l'a dit Marc Maradour, expert comptable et commissaire aux comptes, et par ailleurs président du CIP de Loire-Atlantique. Je suis par ailleurs également dirigeant d'association, donc il me semble connaître un peu la problématique associative en tant que professionnel de l'expertise comptable, mais aussi en tant que président d'asso. Alors, déjà, le CIP, ça veut dire un centre d'information sur la prévention. Donc, les CIP, aujourd'hui, il y en a 70 en France. Il y en a 4 dans les Pays de la Loire. Donc, en Loire-Atlantique, ça a été le premier constitué il y a environ une douzaine d'années. Il y a le Maine-et-Loire, il y a la Sarthe, il y a la Mayenne. Et puis, nous sommes en cours de constitution du CIP de la Vendée. Mais jusqu'à présent, lorsque on saisit le CIP de la Vendée, lorsqu'il y a des Vendéens qui appellent le CIP, ils sont reçus à Nantes par le CIP 44. Alors, pourquoi on a créé le CIP? En fait, ce sont les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats, les juges consulaires, qui, je dirais plutôt même les anciens juges consulaires, qui se sont réunis pour justement proposer une démarche de détection précoce des difficultés. Hein. C'est-à-dire que là, on est bien un acteur de la prévention, on n'est pas un acteur du traitement des difficultés. On se situe dans la prévention. Hein. Et justement, la prévention, ça veut dire que préalablement, la prévention, il faut détecter la difficulté. Donc, c'est le dirigeant qui va détecter sa difficulté, qui va être confronté à une difficulté. Et dès lors qu'il est confronté à cette difficulté, eh bien, nous sommes là pour le recevoir et voir avec lui quelles sont les solutions possibles qu'il peut mettre en œuvre. L'idée étant de ne pas aller à la situation ultime d'état de cessation de paiement. Hein, c'est ça. Donc, on est bien en amont du traitement de la difficulté. Nous sommes un acteur de la prévention et c'est pour cette raison que nous avons signé dès l'origine la charte régionale des acteurs de la prévention en Pays de la Loire, qui a été mise en œuvre donc par le préfet il y a maintenant de nombreuses années. Bien. Alors, sur la diapo suivante, voilà, quel est notre rôle? Donc, notre rôle, c'est d'écouter et d'informer. Écouter pourquoi? Parce que c'est dans l'écoute qu'on découvre la difficulté, c'est dans l'écoute qu'on est à même de faire le diagnostic de la difficulté, de voir quelles sont les origines de cette difficulté et de pouvoir déterminer déjà dans un premier temps les différentes pistes possibles. Et puis, une fois que nous avons procédé à cette phase d'écoute, eh bien, on est directement opérationnel. Alors, c'est très important justement de bien avoir, comment dire, cette phase d'écoute est essentielle. Elle est essentielle, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure d'ailleurs. Et évidemment, l'objectif de notre entretien, c'est d'informer les dirigeants sur les solutions possibles. On va passer à la diapo suivante. Alors, donc, le CIP 44 est une association. C'est une association qui a pour objet donc, de promouvoir, organiser et rendre accessible l'information la plus large sur la prévention et développer l'information sur la prévention par les entretiens du jeudi. Alors, on va y venir ensuite sur l'entretien du jeudi. À côté de notre mission d'acteur de la prévention, nous organisons régulièrement
des conférences départementales, voire même régionales, avec d'autres acteurs de la prévention pour pouvoir partager ensemble des missions, des actions et des réflexions. On est là vraiment dans le cadre même de la charte régionale, puisque la charte régionale nous oblige, entre guillemets, à être en relation avec les acteurs de la prévention. Ce qui est très important pour nous parce que lorsqu'on met en place des pistes d'action, lorsqu'on propose des solutions aux dirigeants que nous avons en face de nous, eh bien, ça nous permet d'avoir aussi un carnet d'adresses, entre guillemets, et de pouvoir orienter le dirigeant vers telle ou telle personne. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, comment nous fonctionnons? Eh bien, nous fonctionnons, et ça c'est vrai sur l'ensemble du territoire national, par les entretiens du jeudi. Alors, c'est quoi ces entretiens du jeudi? Eh bien, ce sont des entretiens qui sont tenus par des professionnels de la prévention. Donc, il y a un ancien juge du tribunal de commerce, un expert comptable et un avocat. Et évidemment, ce sont des personnes qui sont compétentes, qui connaissent bien le droit, qui connaissent bien la prévention. Et par ailleurs, on ne s'adresse pas uniquement aux entreprises. Nous avons déjà, depuis quelques années, des associations qui viennent nous voir. Lorsque nous avons des associations qui viennent, qui prennent rendez-vous, eh bien, on fait en sorte que les personnes qui vont recevoir, les bénévoles qui vont recevoir les associations, aient une connaissance très précise des dispositifs d'accompagnement et connaissent bien le milieu associatif. D'une manière générale, le milieu de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est important, c'est de pouvoir recevoir sur rendez-vous, individuellement, si possible accompagné par des conseils, gratuitement, des dirigeants d'entreprises, d'associations, quels qu'ils soient, et par un collège d'experts qui va voilà, proposer, analyser les difficultés, établir un diagnostic, on a des petits outils, établir un diagnostic et proposer des solutions appropriées. Alors, on a noté que la présence d'un juge honoraire, parce qu'effectivement, ce sont bien des anciens juges du tribunal de commerce. Là, par exemple, aujourd'hui, à Nantes, nous avons 2 anciens présidents du tribunal de commerce, Nantes et Nanterre, et un ancien vice-président du tribunal de commerce de Nantes. Donc, on a des anciens juges consulaires de qualité. Nous avons des avocats qui sont très spécialisés dans le domaine bancaire, dans le domaine du droit des entreprises en difficulté, dans le droit associatif également, dans les baux commerciaux. Donc, on a une palette, si vous voulez, de compétences qui permet vraiment de proposer des solutions tout à fait professionnelles et appropriées. Alors, le fait que nous ayons un ancien juge, évidemment, ça permet de dédramatiser un peu le tribunal, parce que le tribunal, pour tout le monde, c'est une sanction, c'est des hommes et des femmes en noir, c'est une sanction, et donc nous, on est plutôt dans l'accompagnement, dans l'écoute, et non pas dans la sanction. Donc c'est très important qu'on puisse dédramatiser, et au contraire, il faut que nous puissions rassurer le ou la dirigeante que nous avons en face de nous, sur le fait qu'on trouve, qu'on puisse mettre en œuvre des solutions et qu'on puisse, je dirais, répondre à leurs questions, même les plus je dirais, les plus terribles pour elles. Bon, évidemment, notre vocation n'est pas de prendre la place du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, ni des délégués, des juges délégués à la prévention. Encore une fois, on se situe dans la prévention. On est bien en amont de toute procédure, qu'elle soit procédure amiable ou procédure collective, et vous aurez l'occasion, par la présence de Maître Gauthier, de voir quelles sont ces différentes procédures. Alors, sur la diapo suivante, nous avons une information qui reprend en fait le déroulement de l'entretien. L'écoute, donc seules les informations débattues sont communiquées par le dirigeant. On n'a pas, nous, à se substituer au conseil habituel. On est vraiment là dans une phase d'écoute qui doit aboutir à un diagnostic adéquat. On informe notre dirigeant, après avoir cerné les difficultés, sur les dispositifs, les solutions qui existent. Et ce qui est très important
c'est que nous sommes tenus à la confidentialité, de telle sorte que ça rassure les personnes qui viennent nous voir sur le fait qu'on ne tient aucun dossier, on ne communique aucune information. C'est gratuit, confidentiel, et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, les rendez-vous se prennent préalablement un jour ou 2 jours avant par le 0800 100 259. Je voudrais rajouter que dans la fonction du CIP, au cours de sa fonction, nous sommes amenés à rencontrer des personnes qui peuvent être en difficulté psychologique, en souffrance psychologique. Et nous avons été, CIP de Loire-Atlantique, à l'initiative de la création de l'APESA, qui est une association justement pour accompagner les dirigeants en souffrance psychologique. Donc, l'APESA de Loire-Atlantique. Bon. C'est quoi l'APESA? L'APESA, c'est un dispositif national qui permet de mettre en œuvre un soutien psychologique, c'est-à-dire que dès qu'on détecte une souffrance chez un dirigeant, avec son accord, on peut le mettre donc dans le dispositif APESA. Il est pris en charge par un psychologue et le psychologue va intervenir au cours de plusieurs entretiens pour pouvoir l'aider à surmonter cette difficulté. Le CIP, les CIP prennent en charge le financement du coût du psychologue. Autrement dit, lorsque nous avons des dirigeants qui viennent nous voir, ils bénéficient d'un entretien avec des professionnels de la prévention, des entretiens qui sont gratuits, des informations qui sont gratuites, la mise en place d'actions, parce que notre entretien débouche forcément sur un plan d'action, avec éventuellement des personnes d'autres à contacter pour aller un peu plus loin dans l'accompagnement. Tout ça, c'est gratuit. Et s'il y a une souffrance psychologique à traiter, eh bien, l'accompagnement par un psychologue est gratuit. Et donc, c'est important pour nous, il est essentiel de fournir, en fait, un accompagnement qui soit gratuit et confidentiel. Lorsqu'un dirigeant, que ce soit un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant d'association, connaît une difficulté dans son entité, on ne peut pas, et éthiquement, ce n'est pas possible, parler d'argent. C'est quelque chose auquel on se refuse. Alors, c'est vrai qu'on est bénévole, donc c'est facile pour nous de dire que c'est facile, mais on ne peut pas parler d'argent. Hein. On n'est pas dans ce type de dispositif. On est vraiment dans l'aide, à la fois sur le plan technique, en proposant des solutions, mais aussi donc proposant des solutions pour l'entité, mais aussi sur l'aide du dirigeant. Hein. C'est important pour nous. La confidentialité et la gratuité, c'est le fondement même de notre charte éthique. Et chaque bénévole du CIP signe une charte éthique dans laquelle il s'engage à la gratuité, à la confidentialité et à la non-commercialité. On s'interdit d'avoir une démarche ensuite commerciale envers la personne ou les personnes qui viennent nous voir. Donc c'est très important. Nous sommes très attachés et je dirais même extrêmement pointilleux sur cette charte éthique. Hein. C'est pour nous un gage de qualité, c'est pour nous un gage de sécurité pour les personnes qui viennent nous voir. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, petit 1, nous sommes tout à fait disponibles pour recevoir les associations, ça a déjà été le cas d'ailleurs, toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, que l'entretien se tient dans un lieu anonyme, sur rendez-vous, en appelant le 0800 100 259. Ça fait un peu publicité, mais bon, c'est important quand même. 0800 100 259. Au bout du fil, il y aura donc une permanente du CIP qui prendra un minimum d'informations, qui demandera à la personne de se rendre
à l'entretien avec quelques documents, donc en fonction de la situation, de telle sorte que les bénévoles puissent prendre connaissance du dossier, entre guillemets, avant l'entretien, et puissent avoir, au moment de l'entretien, les documents utiles pour que l'analyse soit la plus rapide et la plus fine possible. Alors, j'ai peut-être passé, le quart d'heure qui m'était alloué. Donc, maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur Girardot. Merci d'avoir coupé le PowerPoint pour que les personnes puissent s'exprimer. Alors, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à exprimer dans le chat votre question ou votre souhait de prise de parole. Monsieur Girardot est tout oui, et nous le sommes tous d'ailleurs. Allez, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Promis, il n'y aura pas de jugement et tout le monde sera bien à l'écoute. Je crois que Monsieur Girardot, vous avez été tellement limpide dans vos propos que ça ne suscite pas de questions. Oui, il me semble que Marc Maradour a une question. Ah oui. Vas-y, Marc. Oui, merci. Merci, Eric, de cette présentation dans le timing. C'est vrai que tu as soulevé une question concernant l'aide psychologique auprès des chefs d'entreprise. Et je dirais que dans son entreprise, son association, son organisation, c'est vraiment similaire à un deuil. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose, on perd quelqu'un, on perd une entité auquel voilà, chaque dirigeant est attaché. Et moi, je voulais savoir, au travers de ton expérience, si le recours voilà, à la PESA est important, dans quelle proportion par rapport aux consultations que vous menez. Est-ce qu'il est également présent dans le secteur de l'ESS? Oui. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre. Eric, et la seconde, c'est est-ce qu'aujourd'hui, bon, le CIP me semble être relativement connu dans le cadre des entreprises, on va dire, dites classiques, mais est-ce que notre secteur s'adresse dans la proportion qu'il représente? Je l'ai dit, c'est 13% de l'emploi dans la région, donc c'est vrai que toute chose égale par ailleurs, on devrait représenter 13% des personnes qui vous consultent. Est-ce que c'est le cas? Je n'ai pas compris la fin de la question. Est-ce que globalement, au regard du poids de l'ESS dans l'économie ligérienne, est-ce que le recours, d'une part, au CIP et à la PESA sont dans les mêmes proportions que les entreprises classiques, ou est-ce où il n'y a pas de chiffres sur le sujet? Alors, les questions sont très intéressantes, mais je ne peux pas y répondre parce que nous ne tenons pas de statistiques et nous souhaitons pas tenir de statistiques, justement, pour des raisons de confidentialité. Alors, ça va être compliqué. Hein. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en Loire-Atlantique, l'APESA ne reçoit pas uniquement comment dirais-je, des appels qui proviennent par le CIP, mais actuellement, au niveau de la PESA, on a deux ouvertures de dossiers par semaine. Ça apparaît peut-être un peu beaucoup en ce moment. Hein. Bon. Mais voilà, oui, on a 2 ouvertures de dossiers par semaine environ. Bon, je dirais presque même inquiétant, quoi, parce que lorsqu'on demande à un psychologue d'accompagner un dirigeant, tout de suite, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est quand même allé très loin. Bien. Alors, concernant le nombre d'entités de l'économie sociale et solidaire dans nos entretiens, ben là, je ne sais pas, on ne tient pas de statistiques. On ne tient pas de statistiques justement parce qu'on est dans la confidentialité. Par contre, moi, je tiens évidemment des permanences de temps en temps. C'est quand même assez régulier des associations. C'est quand même assez régulier. Alors, tu parlais de 13%. 13%, ça fait 1 sur 10, quoi. Hein? Ouais, c'est peut-être ça. C'est pas impossible que ce soit ça. Merci, Monsieur Girardot, pour ces apports. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions dans les participants? Alors, pour compléter, pour terminer, c'est vrai qu'on a eu pendant l'année 2020, depuis 1 an,
évidemment beaucoup moins de saisie de notre activité, puisque les mesures mises en place par l'État, évidemment, sont intervenues comme pour mettre un peu, je dirais, je ne sais pas comment on peut exprimer ça, mais sous assistance, beaucoup d'entreprises. Donc, évidemment, on a une activité qui s'est un petit peu ralentie. Et puis, pour terminer, je voudrais vous dire quand même que dans le plan d'action, vous savez, sur l'accompagnement des entreprises, dans le cadre de la sortie de crise, il y a un certain nombre d'acteurs qui figurent et qui sont signataires de ce plan, et les CIP sont reconnus officiellement par l'État. C'est très sympa à notre égard. Et nous avons une action qui est bien, je dirais, identifiée dans ce plan d'action sur l'accompagnement des entreprises en cette période de sortie de crise. Merci, Monsieur Girardot. On a une question dans les participants. Émilie Bois, si vous voulez bien allumer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Je voulais savoir si les dirigeants étaient accompagnés pendant toute la phase jusqu'à la cessation de paiement, éventuellement. Première question. Et deuxième question, alors est-ce que vous vous arrêtez à de l'information ou vous faites vraiment du conseil en disant, par exemple, à une association, il faudrait plutôt que vous fassiez ça ou ça. Voilà, merci. Alors, je dirais, la frontière entre l'information et le conseil est parfois assez difficile à faire. Nous nous situons dans l'information et on souhaite par ailleurs que les entités qui viennent nous voir viennent avec leurs conseils. Bon, ce n'est pas forcément le cas, hein. Elles viennent souvent seules ou avec 2 ou 3 dirigeants, mais sans leurs conseils. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs parce que ça nous permettrait d'être plus efficace. Alors, vous l'avez bien compris, hein, le CIP intervient comme étant en fait un guichet d'information et je dirais ensuite d'orientation. L'accompagnement vers des solutions de type procédure amiable que Maître Gauthier va vous expliquer ou plus loin, évidemment, ça va se faire avec d'autres conseils. Nous, on va s'arrêter au stade de l'information et de la proposition de solutions et de pouvoir mettre en place avec le ou les dirigeants un plan d'action. Notre rôle s'arrête là. Merci, Monsieur Girardot. Merci. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Je propose du coup que, puisque le lien est fait, on laisse la parole à Sophie Gauthier, administratrice judiciaire à Rennes, qui va nous présenter les différentes procédures. Et Solène, si tu peux remettre le PowerPoint. Super. À vous la parole, Sophie. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à vos travaux. Je vais essayer de vous présenter notre rôle et d'être assez, je dirais, pragmatique dans l'approche de nos missions. Une courte présentation tout d'abord. Pour ma part, je suis administrateur judiciaire installé depuis 1995 à Rennes. Et avec mon équipe, je travaille sur l'ensemble du Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire, tant auprès des tribunaux de commerce, bien évidemment, que des tribunaux judiciaires. Et j'ai eu à connaître régulièrement de structures relevant de l'économie solidaire ou sociale, exerçant leurs activités soit sous forme sociétale, soit sous forme associative, dans le cadre de 3 grandes catégories de missions que je vais vous présenter. En tous les cas, j'ai choisi de les présenter sous cet axe. Donc, nous pouvons intervenir soit dans le cadre d'administrations provisoires, donc d'associations qui ne sont pas stricto sensu en difficulté financière, qui ne sont pas du tout en état de cessation de paiement,
mais qui rencontre une difficulté d'un autre ordre. Cette mission est assez méconnue, donc je m'y attarderai un tout petit peu. Après, j'évoquerai avec vous nos missions de prévention, donc qui se situe soit dans le cadre de mandats ad hoc, soit dans le cadre de conciliation, donc où nous accompagnons donc, le président dirigeant, le président de l'association, et puis les missions peut-être un petit peu plus connues de procédure collective, redressement judiciaire ou sauvegarde, et puis la petite dernière qui s'appelle traitement de sortie de crise, sur laquelle je dirais évidemment un petit mot. Vous rappelez brièvement que la plupart du temps, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire, que nous intervenons très souvent à la demande donc, du président de l'association, et que, en termes de bonnes pratiques, je crois qu'il est utile de rencontrer tel ou tel administrateur de votre choix avant de définir la procédure qui peut concerner votre association, parce que le panel, vous allez le voir, est assez large. C'est un peu, voilà, un peu un couteau suisse, et il ne faut pas se tromper pour ne pas perdre de temps et pour en sortir le mieux possible. Il est probable qu'au-delà de cette période un petit peu cette bulle, aujourd'hui, on fonctionne un peu en apesanteur. Il est malheureusement assez probable que dans le secteur associatif, les difficultés surviennent, alors peut-être pas brutalement, peut-être pas soudainement, mais en tous les cas sur les prochaines années, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Maradour, beaucoup d'associations ont dû s'arrêter pendant une longue durée, et ceci va avoir, au-delà des mesures de soutien, effectivement un effet retard qu'il faut traiter. Alors, il ne faut dans tous les cas pas attendre l'état de cessation de paiement pour s'orienter vers la meilleure des procédures, et il faut traiter toutes sortes de crises. Alors, je vais peut-être commencer par vous parler de l'administration provisoire hors d'un état de cessation de paiement dans une association qu'on qualifie d'association in bonis, mais qui ne peut plus fonctionner en fait. Elle ne peut plus fonctionner soit parce qu'il y a une carence des organes sociaux, donc il n'y a plus d'organes de représentation pour des raisons diverses et variées. Il faudrait peut-être qu'on passe le slide suivant si vous voulez bien. Voilà, donc on rencontre tous les cas de figure, et nous avons assez fréquemment ce type de mission désignée par le président du tribunal. Donc c'est la démission du président, la non-recomposition du bureau, l'insuffisance de membres, parce que parfois il y a moins de vocations, surtout dans la période où nous vivons et où les difficultés peuvent être de tous ordres. Donc il peut y avoir une paralysie. Et incapacité effectivement de trouver un candidat dans l'état actuel de l'association. L'autre cas qui se rencontre aussi dans certaines associations, c'est la paralysie, parce qu'il y a une crise, il y a une dissension entre parfois les membres du bureau qui entraîne un blocage des décisions. Donc il faut savoir que si tel est le cas, il ne faut pas laisser cette association s'enterrer dans ses difficultés. Il faut solliciter une mesure par nature provisoire qui durera quelques semaines ou quelques mois, mais qui va apporter par l'intermédiaire d'un administrateur, d'un auxiliaire de justice, on va dire un intervenant neutre et du sang neuf dans l'association pour poser la problématique dans un cadre neutre, parfois un peu plus dépassionné que ce qui s'est passé, poser objectivement les problèmes, dénouer les tensions, aider les membres à reconstruire un projet, éventuellement constituer des groupes de travail pour reconstruire un projet, savoir se parler et identifier un nouveau schéma d'organisation. Donc cet administrateur provisoire, son rôle est essentiel, son rôle, on va dire, tel qu'il résultera de son chef de mission, ce sera d'assurer la continuité de l'association qui en est temporairement dépourvue, en assurant sa représentation et sa gestion courante, dans la limite de son chef de mission, de son ordonnance, mais aussi ça va au-delà puisqu'il va devoir rechercher une solution de sortie de crise avec
je dirais, toutes les bonnes volontés, en mettant autour de la table toutes les bonnes volontés et en rassurant, si besoin est, l'environnement. L'environnement, ça peut être les autorités de tutelle, les fédérations, les instances référentes, les financeurs. Donc, donner une information ciblée, dans la limite du nécessaire et pas au-delà, mais qui va permettre de rassurer l'environnement sur les perspectives et de faire tenir debout cette association le temps nécessaire à la sortir de son ornière et à pouvoir renouveler donc une gouvernance. Et cette mission par nature temporaire, elle s'arrêtera à la date de l'Assemblée générale qui sera convoquée par cet administrateur pour élire cette nouvelle gouvernance. Donc, retenir que cet outil existe dans des cas plutôt tendus, évidemment. Il est par nature provisoire. Il est sous le contrôle du président du tribunal et il peut aider à refaire partir une organisation qui, pour plein de raisons, ne fonctionnait plus. Alors, autre cas de figure, peut-être, enfin sans doute un peu plus connu, évidemment très connu au niveau du CIP, on parlait des mesures de prévention. Il s'agit des mandats ad hoc, des missions de mandat ad hoc ou de conciliation. Dans le cadre de la sortie de crise ou pas, la sortie de crise, ça vient de sortir, mais finalement, c'est un mandat ad hoc ou une conciliation simplifiée. L'outil reste le même. Il faut savoir que c'est une procédure qui est confidentielle. Il n'y aura aucune publicité qui sera faite et elle ne concernera que les parties que le président de l'association, le bureau de l'association et le mandataire ou conciliateur auront décidé d'y mettre. Dans ce type de mission, l'administrateur judiciaire, il accompagne le président et son bureau, il accompagne ses organes dans la gestion de la difficulté en faisant ou en validant, plus souvent il valide le diagnostic qui a pu être préétabli par le bureau. Il l'élargit parce que parfois on n'a plus la distance nécessaire pour voir toutes les problématiques. Il l'élargit, il examine le plan d'action qui est proposé, il l'élargit aussi, il fait connaître l'ensemble des leviers possibles et on sait que dans le cadre de la crise sanitaire, il y a un certain nombre de leviers à la fois en termes de ressources et à la fois en termes d'économie, à la fois en termes de dispositifs sociaux, Madame en a parlé, par exemple les dispositifs Transco ou autres. Enfin, il élargit le périmètre de réflexion donc des organes sociaux pour établir un plan d'action aussi pertinent que possible et le conduire aux côtés donc du président en réunissant donc les créanciers, la plupart du temps ce sont bien les créanciers publics, URSSAF, CCSF, MSA, etc. Les créanciers privés, donc ce sont souvent évidemment les banques. Dans le cadre, 1, du partage du diagnostic, 2, de la communication sur le plan d'action, 3, de l'aménagement de l'endettement dans des proportions compatibles avec le plan de financement. Très important, il inscrit son action également dans une temporalité, dans un calendrier. Ce qui veut dire qu'il réunit les intervenants, pas toujours facile d'avoir tout le monde au même moment autour de la table ou en tous les cas de façon coordonnée. Et ça, c'est aussi un des intérêts, c'est de pouvoir les réunir voilà, dans un cercle commun, les coordonner en termes de rendu, de restitution des réponses, à l'intérieur d'un calendrier qui est également dicté par l'ordonnance qu'il a missionnée, puisque alors en mandat ad hoc, il n'y a pas forcément de délai de mission. Conciliation, c'est 4 mois, susceptible d'être prolongé évidemment dans le cadre de la crise Covid pour aller jusqu'à 10 mois, mais en règle générale, mieux vaut se dire qu'on traite la difficulté en 4 mois, peut-être même en moins, parce que plus on va vite, mieux c'est, par principe. Et évidemment, il suivra la bonne exécution de l'accord et en cas de difficulté, il saura revenir vers les créanciers s'il faut amender cet accord pour l'expliquer et pour essayer de détendre un petit peu je dirais, le calendrier de remboursement si nécessaire et dans une proportion raisonnable. Donc,
je reviens là-dessus, procédure complètement confidentielle, ouverte du président de l'association et sur un format que l'on cadre. Et dans ce schéma-là, aucun pouvoir de gestion. Hein. C'est vraiment un accompagnement, une aide aux discussions, aucun pouvoir de gestion. L'association continue sous la gouvernance existante. Je veux bien le slide suivant, si vous voulez, voilà, qui va évoquer maintenant notre intervention dans le cadre donc, des procédures collectives. Alors, vous le voyez là déjà, le panel est assez large et s'enrichit encore de cette petite dernière. Donc, nous avons les procédures de sauvegarde, il ne faut pas être en état de cessation de paiement. Le redressement judiciaire pour les entreprises, pour les associations qui sont en état de cessation de paiement, et le traitement de sortie de crise qui concerne les associations de petite taille, les seules sont assez faibles, hein, inférieures à 20 salariés, et qui sont concernées par exclusivement le traitement de leurs dettes survenues dans le cadre de la crise Covid. Dans cette hypothèse-là, l'association est endettée dans des proportions qu'elle n'est pas capable de traiter à bref délai. Elle nécessite à minima un plan d'échelonnement de ses dettes, voire une mesure plus drastique qui n'a pas pu être mise en œuvre préalablement, le cas échéant, dans le cadre de la conciliation pré-PAC-cession. J'y reviendrai peut-être une toute petite minute sur ce sujet-là. En tous les cas, la situation est on peut être dans le cas où la situation est compliquée, l'endettement reste néanmoins très lourd, l'organisation aura du mal à se rénover et pour plusieurs raisons, il vaut mieux envisager de basculer sur un plan de cession. Alors, quel va être notre rôle? Nous, là aussi, nous sommes la plupart du temps, donc nos missions sont en assistance ou en surveillance du dirigeant, rarement en surveillance. On est le plus souvent en assistance, donc aux côtés du dirigeant, du président et de son bureau, pour l'aider à optimiser les leviers de la procédure collective. Et il y en a de nombreux. Ça contrebalance les faits. C'est certes, il y a une publicité, mais en revanche, il y a des leviers puissants, donc sur le plan financier, c'est-à-dire qu'on suspend, on gèle les paiements. Sur le plan des activités, eh bien, si on avait des activités qu'on considère non rentables, on peut les arrêter. Les baux, par exemple, on peut résilier des baux, arrêter des activités déficitaires. On peut renouer donc, ou poursuivre des discussions avec les financeurs. On peut, lorsque ces discussions avec les financeurs sont fructueuses et qu'on a une gouvernance, on a des membres, on a une association qui fonctionne, on peut s'orienter vers le plan, et c'est quand même le premier but, hein, on peut s'orienter vers la construction du plan, donc on prépare pour l'association et en lien avec évidemment le président, donc sur des remises ou des délais concernant les dettes. Nous pouvons mettre en place les mesures de restructuration sociale ou d'accompagnement sur le plan social, qu'elles soient, je dirais, de l'aménagement ou de la restructuration et de la rupture. Et ça, c'est important, particulièrement en association, c'est important d'être un peu un binôme là-dessus, j'allais dire, avec le président et le bureau qui doit garder évidemment le lien et toute l'humanité requise, et puis l'administrateur derrière lequel il faut parfois se mettre parce que lui, il va faire tout le travail technique qui n'est pas le plus drôle, si j'allais dire. Et puis, je dirais, avec ce binôme, avancer, convaincre et mettre en œuvre dans des délais qui doivent être là aussi assez courts pour que on puisse financer ces mesures. Ça peut aller jusqu'à des PSE. Alors, les PSE, notamment en matière associative, c'est souvent très long à mettre en place lorsqu'on n'est pas dans ce type de procédure. Et enfin,
c'est souvent des délais qui deviennent incompatibles quand on est en difficulté. Donc, il faut pouvoir les accélérer. Et c'est notre rôle, je dirais, de mettre un calendrier et de fixer des échéances pour que les mesures de restructuration se mettent en place et soient efficaces dans le délai nécessaire. Nous pouvons aussi, donc je l'ai déjà dit, j'y reviens, hein, mais c'est quand même assez fréquent en matière de redressement judiciaire qu'on envisage le plan de cession. Donc le plan de cession, on identifie avec l'association, on identifie les structures soit existantes, soit à créer. On a vu se créer des SCOP, des SIC, enfin, ou même de nouvelles associations pour les besoins de la cause. Alors ça met parfois un peu de temps, c'est pour ça qu'il faut aussi anticiper éventuellement ces réflexions-là. Mais c'est peut-être une solution pour donner une nouvelle vie à ces activités et transmettre les activités et les emplois qui peuvent évidemment s'inscrire dans le temps. Et c'est parfois important également pour le président d'avoir un nouvel intervenant, un intervenant neutre, un auxiliaire de justice qui va expliquer cette nécessité aux membres qui ont parfois un peu de mal à faire le deuil de la vie d'avant et de l'association dans sa configuration antérieure. Peut-être en dernier lieu, avant de laisser le temps de questions, vous rappelez aussi que nous ne prenons jamais seuls les décisions. Lorsque nous intervenons, nous le faisons en règle générale aux côtés du président et du conseil d'administration. Et en tout état de cause, lorsqu'il y a un plan à arrêter, que ce soit un plan de continuation ou un plan de cession, c'est le tribunal, sur la base de nos rapports, après avoir écouté le président, les salariés, par le biais de leurs élus, c'est le tribunal qui va arrêter et retenir la décision la plus favorable au but à atteindre, qui est la préservation des activités, la préservation des emplois donc, de l'association. Voilà, j'espère que j'ai à peu près respecté le temps qui m'est imparti et puis à votre disposition pour toute question. Merci Madame Gauthier. Il y a Marc Maradour qui a demandé la parole. Marc. Merci Chloé, merci Sophie Gauthier de cette présentation qui est tenue dans les temps et qui était très claire. J'avais deux questions en fait. La première, vous avez, dans les interlocuteurs que vous avez cité le président et le bureau. En fonction de la typologie des associations, de nos organisations, qui le directeur général, qui le secrétaire général, qui un salarié de l'association ont parfois, alors je ne porte pas de jugement, ont parfois un rôle au moins aussi important que celui du président. Je ne juge pas, mais c'est la réalité de ce que l'on peut constater. Est-ce qu'aujourd'hui, au travers de votre expérience, ces personnels salariés, ces dirigeants salariés, sont également des interlocuteurs privilégiés ou ce ne sont uniquement les présidents ou le bureau de l'association. Et la deuxième question porte sur votre rôle en tant qu'administrateur provisoire. Est-ce que vous avez un rôle coercitif? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez ordonner à une organisation effectivement de suivre vos recommandations ou vous êtes là qu'en tant que conseil pour éviter une crise de plus importante? Oui, alors vous avez parfaitement raison de poser la question de la direction parce que le directeur ou la directrice, c'est évidemment un interlocuteur privilégié, c'est notre interlocuteur au quotidien, j'allais dire. C'est celui avec lequel nous allons, aux côtés duquel nous allons piloter la gestion opérationnelle, même si nous ne sommes pas dans l'opérationnel, mais nous suivons nous sommes informés, je dirais, au quotidien du fonctionnement de l'association et c'est bien avec le directeur que nous suivons les activités. En revanche, les décisions ou les informations importantes sont toujours partagées avec le bureau, le président et puis aux étapes nécessaires avec le conseil d'administration. Mais notre interlocuteur au quotidien, c'est le directeur et effectivement, selon le profil, ça va grandement aider ou à contrario, lorsque on a une situation d'épuisement, ce qu'on rencontre parfois assez souvent dans nos dossiers, qu'on a une démission ou un départ, eh bien voilà, il faut gérer le remplacement aussi de ces personnes
qui sont des personnes ressources sans lesquelles nous ne pouvons pas fonctionner. Et votre deuxième question, effectivement, en termes d'administration provisoire. L'administration provisoire, nous gérons. Nous sommes le représentant légal de l'association qui en est dépourvue, pour les raisons que je vous ai données, paralysie ou blocage. Donc, nous avons, si nécessaire, un pouvoir coercitif. C'est-à-dire que nous prendrons sous réserve d'avoir les autorisations nécessaires, soit dans notre lettre de mission, soit au niveau du conseil d'administration, lorsqu'il y a des pouvoirs limités, mais nous prendrons les décisions. Cela peut aller pour caractériser un plan social, par exemple, qu'une association ne souhaite pas mettre en œuvre pour X ou Y raison. Lorsque nous pensons que c'est la bonne décision, nous pourrons prendre cette décision. Ai-je répondu à votre question? A priori, oui. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de prise de parole, de questions, de réactions? J'en profite pour signaler à tout le monde que le support PowerPoint sera diffusé à tous les inscrits pour que vous puissiez garder trace de toutes les informations et indications qui ont été signalées pendant ce webinaire. Je rajouterais juste peut-être un petit mot sur l'administration provisoire pour vous dire aussi, parce que j'ai juste un cas de figure. L'administration provisoire peut être aussi une étape de réflexion sur une nouvelle organisation. Aujourd'hui et peut-être demain, il va y avoir des rapprochements, des regroupements. Alors l'administrateur ne décidera rien au niveau d'un regroupement, hein, puisqu'il est dans le conservatoire, dans le provisoire, dans le fait de faire fonctionner l'administration. Mais il peut, je dirais par exemple, organiser un groupe de travail, c'est ce que je suis en train de faire. J'ouvre un groupe de travail aux salariés, aux membres de l'association, parce que cette association ne fonctionne pas, on n'arrive pas à renouveler les membres, il n'y a plus de vocation. Et on constitue un groupe de travail pour réfléchir justement à soit essayer de donner de la motivation pour renouveler les membres, et je pense qu'on n'arrivera pas à ça, je pense qu'on opérera un rapprochement. Donc ce groupe de travail, il réfléchit aussi à quelle structure d'accueil pourrait être la plus proche des buts et fins de l'association pour commencer ce genre de discussion. Donc voilà, et là, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas en état de cessation de paiement, on a du temps devant nous, la difficulté, on sait qu'elle va venir, mais elle n'est pas encore là. Et bon, c'est intéressant d'y réfléchir ainsi en amont. Je m'arrête. Merci pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Vous aurez l'occasion d'en reposer après l'intervention de Philippe Libaud, qui est donc de chez France Active Pays de la Loire, et très exactement responsable animation territoriale et prospective, et qui va nous parler de dispositifs de soutien, et notamment de Pays de Loire Rebond. Philippe, je te laisse la parole. Merci, merci Chloé. Merci, alors bonjour à tous, et puis merci à l'UDES et à la CRES d'avoir travaillé ensemble et avec nous à la création de ce webinaire qui fait suite à une réunion qu'on avait eue et puis où on faisait part du fait qu'on avait un certain nombre d'outils qui étaient liés au traitement des associations, des entreprises de l'ESS en difficulté pour leur relance, puis qu'effectivement, paradoxalement, hein, comme Eric le disait, ou repris également par Madame Gauthier, on était dans une période où ces outils-là étaient peu mobilisés. Donc, ça me permet de faire un zoom aujourd'hui sur deux outils qui ont été travaillés avec le Conseil régional et la Banque des territoires et qui sont donc portés par France Active Pays de la Loire, qui sont un outil de conseil qui s'appelle Pays de Loire Rebond et puis un outil de financement qui s'appelle le prêt relais solidaire. Alors mince, vous êtes allé trop vite sur la… Voilà. Avant de les présenter plus en détail, juste une petite slide de présentation de France Active pour les replacer dans un contexte qui est celui d'une association dont la vocation est principalement de financer
à la fois des créateurs d'entreprises et puis des structures de l'économie sociale et solidaire à tous leurs stades de vie. Longtemps, on était concentré sur un stade de la création et puis du primo-développement et du développement. Et puis, petit à petit, on s'est intéressé en amont à l'émergence. Et puis, notamment à la suite de la crise de 2008, qui a, dans l'ESS, s'est étalée sur une période un peu longue, on se rendait compte qu'on était un petit peu démunis avec des structures qui peuvent avoir des difficultés de remboursement de nos prêts et pour lesquelles on n'avait pas véritablement de solution à proposer. Donc, c'est là où est venue l'idée, avec notre tête de réseau France Active et puis les deux partenaires que je vous citais, de créer un outil spécifique de conseil aux dirigeants qui pourraient être dans la difficulté, donc qui s'est matérialisé par la création de Pays de la Loire Rebond. Et là, on peut passer à la slide suivante. Donc, Pays de la Loire Rebond, c'est son nom actuel. Il a commencé donc, en 2015 avec un nom qui c'était le DASES. Donc, dispositif d'appui aux structures de l'ESS. On avait volontairement gommé le caractère en difficulté dans le nom parce que on perçoit que communiquer sur la difficulté n'est pas forcément quelque chose de très évident. En tout cas, voilà, il s'appelait DASES. Il a évolué sur la période récente, là, en 2019, dans son nom et puis dans sa cible, avec une extension également sur les très petites entreprises de moins de 20 salariés et qui sont sorties de la phase de création, et en prenant le nom Pays de Loire Rebond, pour à la fois marquer son appartenance territoriale, pour marquer les partenariats qui sont les leurs, et puis pour mieux identifier son objectif, qui est bien appuyer les dirigeants dans le rebond, dans le redressement de leur structure. Donc on est sur un dispositif qui a des modalités suivantes. Donc c'est un dispositif de conseil, où on est dans une logique d'accompagnement rapide en mettant à disposition des dirigeants des conseils, qui sont des cabinets conseils, pour les aider à élaborer un plan de redressement. Au cas par cas, on a la capacité à adjoindre ce conseil de prêt de trésorerie court terme. J'allais dire, la formule n'est pas très heureuse, mais elle parle en général pour donner un petit peu de temps de cerveau disponible aux dirigeants, leur sortir le nez de l'urgence de la trésorerie et leur permettre que le conseil prenne sa pleine mesure. Et puis, on a la capacité, et ce n'est pas une capacité, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un suivi d'impact à N+1 pour évaluer les résultats de l'accompagnement qui a été mis en œuvre. Voilà, on est sur un outil qui est aujourd'hui, donc après 6 ans de recul, où on fait le constat d'un pourcentage relativement élevé de structures qui ont pu, à travers ce dispositif, se redresser. Et du coup, avec une sinistralité contenue. Slide suivante, s'il vous plaît. Philippe, je me permets juste, on ne t'entend pas très bien. Il y a des moments où ça... Mince. Alors, pour éviter que ma tête remplisse intégralement l'écran, je suis un petit peu loin du micro peut-être. Alors, il faut que vous choisissiez, soit vous m'entendez mieux, mais vous avez toute ma tête, soit vous avez moins de ma tête, mais vous m'entendez moins bien. J'ai cru comprendre que vous liez ma tête et mieux entendre. C'est ça, je l'interprète comme ça, Chloé? C'est ça, merci. Okay. C'est beaucoup mieux. Je continue. Donc, les cibles, c'est ce que je vous disais, donc, sont principalement les entreprises de l'ESS, dont les associations employeuses, mais également les TPE de plus de 3 ans et de moins de 20 salariés. Les critères d'éligibilité, donc là, on est sur quelque chose de fondamental parce que c'est aussi ce qui fonde à la fois le cœur de cet outil et puis qui le distingue, en tout cas qui le rend complémentaire à des mesures un petit peu plus lourdes qui ont pu être développées par Madame Gauthier en particulier sur des logiques de mandat. Donc, nous, les structures peuvent nous contacter à partir du moment où elles ont au moins un résultat négatif dans les 3 derniers exercices
qui engendre une nette dégradation des fonds propres. Donc là, on est plutôt sur des stigmates qui sont liés à des éléments passés, en tout cas qui sont en cours. On peut être aussi un peu dans le préventif, dans la mesure où si une structure perd un financement ou un marché important, elle peut également nous solliciter dans la mesure où ça peut laisser à penser qu'elle peut avoir des difficultés à venir. Donc, globalement, on est quand même sur des structures qui ont des difficultés structurelles avérées, qui ne nécessitent pas idéalement immédiatement entre guillemets, une judiciarisation de leur situation, avec des mesures de conciliation ou de mandat ad hoc. En même temps, clairement, c'est extrêmement complexe de bien catégoriser ces périodes-là parce que on est dans des temporalités en règle générale courtes. Et donc, clairement, ça nous est arrivé d'être sur des dossiers où, en parallèle, et parce que la situation le justifiait, il y avait un mandat ad hoc. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux dispositifs, dans la mesure où le mandataire a une forme en tout cas, est prioritaire et en tout cas sur son mandat pour traiter les questions financières. Dans ce cas de figure-là, on mobilise les éléments de conseil plutôt pour travailler sur les dimensions économiques, organisationnelles, qui peuvent servir aussi, on va dire, un redressement plus global entre le financement et l'économique. Donc, on peut totalement il peut y avoir cette juxtaposition-là. Pardon. Voilà, diapo suivante. Là, c'est un petit peu sur le parcours. Donc, le parcours est à la fois classique, mais il a quelques petites originalités. Classique parce que tout part d'abord d'un accueil du dirigeant et puis de l'analyse de sa situation. La proposition d'un appui conseil sur donc un cahier des charges qui peut être soit très lié à des dimensions donc, plutôt économiques, soit parfois lié à des dimensions déjà qui relèvent de la logique du financement. Voilà. Et au-delà du conseil, le cas échéant, c'est ce que je vous disais, on peut éventuellement accorder un très court terme également en parallèle. L'originalité dans le parcours, c'est un petit peu la différence d'autres mesures où la confidentialité est au cœur du sujet. On peut comprendre totalement parce que dans certains cas de figure, il y a des logiques concurrentielles qui font que, évidemment, la difficulté, il n'est pas bon que, on va dire, l'environnement soit au courant. Là, dans le cadre du rebond, puisqu'on est quand même dans une difficulté encore, on va dire, émergente, on a plutôt pris le parti que cette difficulté soit partagée, en tout cas au sein d'un comité de décision et de recommandation, avec des membres, on va dire, qui sont permanents, qui font partie de ce comité, mais également la possibilité pour nous d'inviter des conseils, donc le partenaire bancaire ou le réseau, pour alimenter à la fois le diagnostic qu'on porte et puis aussi pour être des contributeurs à la solution de sortie de crise et de redressement, puisque on considère qu'il peut y avoir une action un petit peu collective et coordonnée qui peut permettre ce redressement. Et ensuite, on est sur une suite de parcours qui est plutôt liée à une logique de mise en concurrence pour sélectionner le cabinet conseil qui va travailler. Donc, ensuite, qui accompagne le dirigeant autour d'un cahier des charges qui est validé par le comité de décision de recommandation, et puis donc ce suivi d'impact après la mise en place du dispositif. Une des originalités sur rebond, c'est qu'évidemment, on ne peut pas parler de structure en difficulté sans parler de la temporalité et du coup du caractère un peu d'urgence pour intervenir. Donc on est sur un délai volontairement court d'un mois entre l'accueil et puis le démarrage de l'accompagnement. Et puis également un lien qu'on essaie d'avoir avec les partenaires de la structure, les banques, les experts comptables, les collectivités, les développeurs économiques, les échelons consulaires, et puis donc qui peuvent être prescripteurs et avec lesquels on essaie de maintenir un lien justement pour créer on va dire une bulle qui met le dirigeant et la
favorables pour trouver des solutions de redressement. Alors, idéalement, dans un cadre relativement simple, et parfois en bascule derrière avec des mesures préventives un petit peu plus élaborées. Et on ne le souhaite pas, mais des fois, on peut aller sur des choses encore plus avancées en matière de sauvegarde. Donc voilà, c'est un petit peu le périmètre de Pays de Loire Rebond. Donc, outil de conseil pour les dirigeants qui identifient des difficultés structurelles et qui souhaitent s'appuyer sur un consultant expert pour les résoudre. On me pose souvent la question de quels sont les cabinets auxquels on fait appel. C'est souvent des cabinets qui sont quand même plutôt spécialisés dans la difficulté. Donc, on retrouve beaucoup d'experts comptables, entre guillemets, de combat, donc qui ne sont pas forcément des experts comptables qui produisent les comptes, mais qui sont plutôt spécialisés justement dans l'appui aux dirigeants qui pourraient être en difficulté. C'est principalement ça. On peut retrouver après des cabinets conseils qui ont des spécificités parfois plus sectorielles, ça nous arrive, mais on essaye de quand même conserver un caractère assez avéré en matière de compétences sur l'appui à des associations, des entreprises en difficulté, parce qu'on est dans un cadre particulier et une matière fragile. Voilà sur Pays de Loire Rebond. Slide suivante. Là, on change. Je vais d'être bref, Philippe, si c'est possible. Je vais être très bref sur le prêt relève solidaire. Là, on change d'outil. On passe d'un outil de conseil à un outil de financement. Donc, là, on est sur une création plus récente et qui est vraiment liée là, à la crise qu'on vient de traverser. C'est-à-dire qu'avec les partenaires Conseil régional, Caisse des dépôts et France Active, il y a eu la création d'un dispositif de financement spécifique pour appuyer des structures qui auraient des trésoreries fragilisées donc, par la crise, mais qui sont dans une posture de relance, avec l'idée de stabiliser leur situation financière à l'instant T pour déjà permettre de continuer leur activité et puis dans une période transitoire aussi permettre de préparer une levée de fonds ultérieure le cas échéant. Slide suivante. Donc là, basiquement, et ce sera la dernière slide, c'est les cibles donc, sont des entreprises de l'ESS au sens large, dont les associations employeuses, dont des entreprises qui pourraient être agréées ESUS, qui sont dans notre jargon interne au niveau maximal en termes d'impact et en termes de travail sur les dimensions emploi, sur les dimensions environnementales, sur les dimensions sociales, qui sont créées depuis plus d'1 an, donc voilà, qui étaient créées avant la crise sanitaire de 2020 et qui n'avaient pas de difficultés structurelles identifiées avant cette crise. Donc du coup, qui sont conjoncturellement en difficulté et donc en capacité de s'engager dans une dynamique de relance. Et sur les modalités, on est sur donc un prêt à 0%. Plutôt sur on va dire un court moyen terme ou un moyen court terme, avec un remboursement qui se fait in fine à 12 ou 18 mois. En fait, c'est selon les échanges et puis les besoins des structures, avec un montant moyen de 30 000 euros, alors qui peut être supérieur, mais on est plutôt dans ce montant moyen aujourd'hui, dans la mesure où aussi il y a beaucoup d'entreprises, d'associations qui ont pu aussi s'endetter, notamment avec des prêts garantis par l'État. Donc, il y a une complémentarité dans ces outils. Donc, aujourd'hui, on est à ce montant moyen et toujours avec une logique de cofinancement recherché. Là, on est dans nos habitudes de travail habituellement pour appuyer des financements autres, notamment des financements bancaires. Donc voilà la présentation sur le prêt relève solidaire. La dernière slide est plutôt liée aux contacts qui sont ceux de mes collègues responsables de l'activité en Loire-Atlantique Vendée, donc c'est Céline Alain, et puis en Sartoujou-Mayenne, c'est Khadija El Mokhtari. Si vous avez des besoins, vous pouvez les contacter soit sur leur mail, soit au téléphone à l'accueil de France Active Pays de la Loire.
Voilà. Merci beaucoup, Philippe, et Dans merci les de temps. accélérer. Toujours pour accélérer, je vous propose qu'on laisse intervenir Noémie Saunier de la région, qui va aussi nous parler d'une expérience sur un outil de financement porté par le Conseil régional, et qu'on prenne toutes les questions après l'intervention de Noémie, à la fois pour Philippe et pour Noémie. Merci de votre compréhension et je vous donnerai la parole pour tous ceux qui ont levé la main. Noémie, responsable du pôle création et ESS au Conseil régional des Pays de la Loire, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et puis merci du coup à l'UDES et à la CRES pour l'invitation. Alors l'idée c'était de vous montrer un petit aperçu de ce que peut faire la région en termes de financement. Mais voilà, je vous invite de manière générale à aller sur le site de la région ou alors à contacter vos contacts habituels, vos réseaux habituels qui voilà, sont bien au courant de ce qui peut exister aussi. Et puis, comme on le disait au départ, la CRES a pu recenser pas mal d'aides. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à votre disposition. Mais surtout, moi, ce que je retiens aussi des différentes interventions, c'est de ne pas rester seul. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à disposition. Même nous, on ne connaît pas tout. Donc, ça dépend vraiment de chaque situation. Donc, voilà, l'idée, c'était de vous montrer un exemple. Mais bien sûr, ce n'est pas l'exhaustivité de ce qui peut exister sur le territoire. Donc, le Fonds territorial résilience, alors il s'appelle territorial parce qu'il est partenarial. Il est doté de 32 millions qui ont été répartis, abondés du coup par l'État via la Banque des territoires, par les conseils départementaux, les 5 de la région, les différents EPCI, donc tout ce qui est agglo, communauté de communes, donc l'ensemble voilà, des agglos de la région, et puis la région Pays de la Loire, donc à parité, un quart, un quart, un quart, un quart. Il couvre l'ensemble des entreprises de tout secteur d'activité et associations dites marchandes. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait des revenus d'activité qui soient majoritaires dans le chiffre d'affaires, en tout cas dans le budget de l'association. Il est ouvert jusqu'à 50 salariés ETP et pour des chiffres d'affaires inférieurs à 10 millions d'euros. Donc, c'est un prêt, une avance remboursable à taux zéro qui est d'un montant en fait, de 3 500 euros à 20 000 euros et en fait qui est réparti en fonction du chiffre d'affaires de la structure. Donc, entre 0 et 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être 3 500 et puis petit à petit, on va monter jusqu'à à des montants de prêt de 20 000 euros. Il y a 4 paliers. Le remboursement est fixe pour que ce soit assez simple pour les structures. Voilà, qu'il n'y ait pas de ah oui, à quelle date je dois rembourser, à quelle date ça a été voté ou payé. Donc, pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui reçoivent le prêt en 2021, les remboursements seront exigibles en juillet 2023 et juillet 2024 à hauteur de 50% du montant prêté à chaque fois. Le dépôt des dossiers est possible jusqu'au 30 septembre. Donc, c'était aussi pour ça qu'on souhaitait vous en parler aujourd'hui, parce que voilà, il est ouvert encore pendant quelques mois. Mais c'est vraiment un fonds qui avait vocation à soutenir les entreprises pendant la crise et à accompagner en fait le reste des autres dispositifs. Parce qu'on le voit bien, hein, on le voit aussi en fonction des montants, ce n'est pas la seule solution qui existe, ce n'est pas une solution miracle. L'idée, c'est que ce soit un fonds qui soit vraiment complémentaire à ce qui peut exister, que ce soit par l'État ou par les autres partenaires, et qui soit vraiment, en tout cas notamment pour la cible de l'ESS, qui soit en complémentaire à de l'accompagnement, et donc que ce ne soit pas la seule solution unique. Donc c'est pour ça qu'il a vocation à s'arrêter à un moment. Et on espérait qu'on arrive quand même en fin de crise à cette date. Alors, on verra ce qu'il en est en septembre. Hein. Peut-être que voilà, il y aura d'autres propositions qui seront faites par les élus régionaux. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il s'arrête et qu'on reparte sur des solutions plus classiques pour la suite. Donc, je vous ai laissé, donc vous aurez l'accès à le site internet, donc résilience-pédaloire.fr, qui permet d'avoir les infos assez synthétiques sur le site et qui permettent de déposer sa demande directement en ligne. Et puis, je vous ai ajouté le numéro vert de la région. La région a mis 3 numéros verts. Alors, un numéro vert collectivité, association et entreprise. Donc là, c'est celui des entreprises, mais sur le site de la région, il y a 2 autres. Donc, voilà, c'est des équipes
qui répondent aux questions que vous pouvez avoir sur les soutiens existants ou les partenaires sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Si elles ne savent pas répondre, de toute façon, elles nous renvoient la balle. Donc voilà. Et puis, alors du coup, deuxième slide. L'idée, c'était de vous montrer un petit exemple pour vous montrer que nous avons aussi quelques associations, même si pour répondre à Marc Maradour sur la question des chiffres, nous, on a des chiffres et elles sont très peu, voilà, les associations. J'ai compté tout à l'heure à peu près 30-35 sur les 3000 dossiers déposés. Donc voilà, alors on sait que ça reste une demande comme des dossiers d'entreprise, donc il faut des liasses, il faut un cabis, voilà, il faut des documents assez stricts qui nous sont aussi demandés en partie par le fait que ce soit un fonds partenarial. On n'est pas tout seul à avoir décidé des pièces. Et puis, on ne peut pas avoir une instruction trop individuelle parce que, voilà, comme je vous le disais, il y a eu 3000 dossiers déposés en 1 an et demi. On est une équipe, enfin voilà, elles sont 3 maintenant. Donc c'est aussi pour ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou à appeler le numéro vert. On essaiera de voir ce qui peut, si c'est le bon dispositif ou pas. Donc là, je voulais vous montrer, donc c'était une écocyclerie dans le 44 qui a déposé un dossier. Donc, ils avaient 40 emplois, dont la moitié en insertion, avec voilà, une gouvernance, une équipe qui était quand même assez solide. On m'a indiqué que voilà, c'est une asso qui est engagée dans les réseaux, qui se fait accompagner par ailleurs. Et puis là, l'idée du fonds résilience, c'était que voilà, ça leur permette, en cette période de crise, d'avoir un petit outil financier en plus qui ne soit pas trop compliqué à mobiliser, qui soit assez rapide. J'ai noté un dépôt le 27 avril et l'obtention du prêt, enfin le versement du prêt le 27 mai. Donc voilà, un mois, ça reste assez rapide hein, pour avoir un prêt. Donc voilà, du coup, ils ont sollicité, même si effectivement, c'est une structure qui est assez solide, hein, qui fonctionne bien. Mais là, on note, voilà, je vous ai noté un peu les chiffres. On a vu une petite baisse de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, et puis une baisse du résultat, voilà, avec un résultat négatif en 2020, mais qui illustre bien effectivement voilà, c'est une asso qui a dû fermer ses portes pendant quelques temps. Donc voilà, le fonds résilience la répond à cette situation. Elle a obtenu du coup un prêt de 10 000 euros qui sera remboursable, comme je vous l'indiquais, en juin-juillet 2023 et juillet 2024, en deux échéances. Donc voilà, du coup, c'est des situations qu'on a assez peu, mais ça peut être une solution aux côtés des solutions proposées par les partenaires et notamment celle d'accompagnement dont vous ont parlé les précédents intervenants. Merci Noémie. Voilà, pour faire bref. Voilà, on va pouvoir laisser la place aux questions, aux interrogations. Sur les 2 dernières interventions, donc celle de Philippe Libaud pour France Active Pays de la Loire et celle de Noémie Saulnier pour la région des Pays de la Loire, sur des outils d'accompagnement et de financement pour prévenir toute difficulté. Marc, je crois que vous aviez une question. Oui, alors je ne suis pas le seul à poser la question, mais la question s'adresse à vous deux, en fait, hein, puisque vous avez souligné les uns les autres que vos aides se traduisaient sous forme de prêts. Or, si je regarde les structures de bilan des organisations hein, de l'ESS, une des caractéristiques, malheureusement, c'est d'être pauvre en fonds propres. Donc, les aides que vous attribuez, sauf si je me trompe, doivent venir alourdir le ratio endettement sur fonds propres. Et ce qui fait que quand les banques, je ne parle pas de ce que vous représentez ici, mais les banques, lorsqu'elles regardent ce ratio-là, elles sont sans doute moins enclines à prêter à ces organisations. Donc ma question, elle porte sur l'existence, si vous avez la connaissance d'existence d'autres outils qui permettraient de venir abonder les fonds propres ou les quasi-fonds propres des organisations, des associations, ce qui aurait un effet levier par rapport à leur capacité d'endettement, dès lors que le projet économique sur le long terme est viable. Philippe, peut-être ? Oui, à ma connaissance, malheureusement, non. En particulier dans la difficulté, c'est extrêmement compliqué de trouver des outils d'abondement en fonds propres ou en quasi-fonds propres. C'est-à-dire que ces outils-là existent, mais on est plutôt dans les logiques plus positives et moins risquées de développement avéré, de changement d'échelle.
où il peut y avoir des logiques d'investissement, y compris d'investissement solidaire, qui peuvent effectivement accompagner le développement attendu et la pression sur la trésorerie avec un renforcement du bilan. Et c'est vrai que dans la difficulté, à ma connaissance, je ne connais pas d'outils de renforcement de fonds propres stricto sensu. Donc là, les outils de prêt, effectivement, c'est pas la panacée. Je vous rejoins tout à fait sur votre analyse où, à un moment donné, ce ratio entre les fonds propres et l'endettement est regardé, on va dire, par la sphère financière, bancaire. Mais là, on est quand même plutôt sur un traitement déjà d'une difficulté qui était conjoncturelle. Je le rappelle, sur Prêt Relais Solidaire, on était sur des structures qui avaient une structure bilancielle qui était saine. Alors, on n'est pas naïf, on voit des structures où la structure bilancielle, déjà avant, elle pouvait présenter des fragilités et ça peut nous arriver aussi d'y aller parce que derrière, les gros enjeux, c'est quand même de sauver des projets qui servent des services. En général, dans l'économie sociale et solidaire, c'est des services qui ont une utilité vraiment locale et des emplois associés. Donc, on regarde bien évidemment tout ça, mais on peut être coincé effectivement par ces logiques de ratio. On a une chance, alors ça dépend, je ne peux pas mettre toutes les structures dans le même paquet, mais on a quand même beaucoup de structures de l'ESS où on a des charges qui sont principalement liées à de la masse salariale, donc de la trésorerie pure, donc qui laisse à supposer que l'endettement structurel, qui pourrait être celui lié aux locaux ou aux investissements productifs en termes de matériel, sont un petit peu moins présents. Mais là, c'est un peu une sortie de constat qui est une réalité, mais effectivement, aujourd'hui, sur la difficulté, renforcement en fonds propres, en quasi-fonds propres, à ma connaissance, il n'y a pas. Ouais, pour compléter, alors nous sur Résilience, on ne va pas regarder le taux d'endettement, donc ça c'est quand même un point important. Mais effectivement, si une fois qu'ils ont sollicité Résilience, ça rentre dans l'endettement. Donc voilà, je suis d'accord avec vous. Sur la partie haut de bilan, effectivement, nous, nos outils sont plutôt à destination des entreprises. Alors, ça peut être des entreprises de l'ESS, alors je dirais plutôt grosse structure ou alors vraiment dans l'innovation, par exemple. Ça peut être des possibilités. Il me semble qu'il y a des outils qui ont été développés là par les banques, mais ça reste du prêt, mais voilà, peut-être en dette un peu plus senior ou plus patiente. Je ne m'engagerai pas forcément sur les termes, mais je ne pense pas que les associations puissent y prétendre. Mais c'est un point que je note parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément en tête tous les dispositifs. Donc voilà, nous, on a un outil qui est Pied de la Loire Participation qui gère les répartitions en fonds d'investissement, enfin, soit nous en investissant directement, soit en investissant dans des fonds. Donc voilà, c'est une structure que je pourrais mobiliser pour en savoir plus. Si je peux me permettre de reprendre, évidemment, ma question ne portait pas uniquement sur les moments de crise. Puisque, ouais, c'est pour ça que je le note, parce qu'effectivement, de manière générale, quels sont nos outils le constat est, enfin, au travers du fonds de fonds là, que la région gère, le constat est que les associations, les organisations de l'ESS ont peut-être des difficultés à y accéder parce qu'il y a aussi des projets de développement. Oui. Et bien souvent, un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est le fait comment aujourd'hui, effectivement, je gonfle mon haut de bilan pour un projet qui, alors vous avez parlé de l'écocyclerie tout à l'heure, ce projet d'écocyclerie, je pense que c'est une association que je connais, il est pérenne dans le temps. Donc, effectivement, d'avoir une difficulté conjoncturelle, soit, mais ensuite, son développement sur le moyen long terme, il y a des perspectives d'avenir avec une bonne gestion de cette association. Donc, ça mérite effectivement une attention particulière, non pas pour des prêts de sauvegarde, entre guillemets, mais plus sur un investissement moyen terme sur des fonds propres ou des quasi-fonds propres. Merci Marc. Geoffroy, je crois que tu avais une question. Ce sera la dernière parce qu'on est très en retard. Merci. Alors, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt une remarque. En fait, on fait le constat
que les entreprises, et c'est dans le prolongement de ce qu'a dit Marc, hein, que les entreprises de l'ESS ne sollicitent pas les dispositifs. Et même si alors, c'est renforcé là, dans cette période un peu de perfusion où finalement on n'a pas forcément besoin des aides immédiatement, mais en tout cas, on fait le constat que les entreprises de l'ESS ne sollicitent pas les dispositifs. On voit bien, et dans l'exposé qui était fait, que ce soit côté région ou côté France Active, et ben que en réalité, il y a quand même des raisons pour lesquelles, enfin, il y a pas, quand les entreprises de l'ESS vont solliciter les aides, et ben elles sont pas forcément éligibles, ou en tout cas ça rentre pas forcément dans les cases. Donc ça, je crois que c'est quand même important de le prendre en compte, hein. On nous a beaucoup renvoyé ces dernières années, là, le fait que on ne comprenait pas que les associations ne sollicitent pas les aides si elles avaient des difficultés. Il arrive qu'on le fasse et qu'on ne rentre pas dans les cases, donc il faut quand même qu'on regarde est-ce que le fait d'avoir une activité marchande, ça doit rester un critère. Je ne parle pas des liasses fiscales et de l'extrait cabis, parce que ça, de fait, les associations loi 1900 l'ont pas. Pour autant, ça ne les empêche pas d'avoir une activité économique. Et puis, côté UDES et CRES, et que je remercie évidemment d'avoir organisé ce webinaire, je pense qu'on a vraiment à travailler avec France Active, avec la région et avec d'autres, à définir, à faire œuvre de pédagogie sur ce que disait Marc et sur la spécificité de notre modèle économique qui ne peut pas être regardé. Le capital n'appartient à personne dans les associations. Qui plus est, on n'a pas forcément les ratios de fonds propres par rapport à des entreprises classiques. Et que du coup, effectivement, le prêt se révèle souvent pas suffisant. Voilà, donc aller regarder, donc à la fois faire œuvre de pédagogie sur le modèle économique spécifique de nos entreprises de l'ESS, et puis dans la continuité, peut-être faire des propositions d'outils qui n'existent pas aujourd'hui, ou qui existent mais qui sont un peu connus. Pourquoi pas les titres associatifs ou participatifs ou d'autres choses qui permettent de répondre. Parce que conclure en se disant que tout va bien dans le meilleur des mondes et que nos structures ne sont pas en difficulté, la preuve en est, c'est qu'elles ne sollicitent pas les dispositifs qui sont en place, me paraît complètement hors de propos, même si effectivement aujourd'hui on a bien en tête que on a un effet de vision, un effet qui fait que du fait du contexte là, que ça peut être le cas de manière très temporaire, mais il faut vraiment être proactif, parce que des associations, des structures en difficulté, il y en a et il y en aura encore plus, et c'était bien l'objectif d'être dans l'anticipation. Merci Geoffroy pour cette intervention. Je relaye juste ce que M. Dufour nous a mis dans le chat, de penser à l'apprentissage avec un plan de relance qui offre pas mal d'aides sur la première année du contrat, et il donne son contact si vous avez des questions. Avant de se quitter, je vais laisser la parole à ma collègue Manon Doucet, qui va juste vous présenter rapidement comment rester informé de tous les dispositifs et toutes les informations qui existent et qui sont accessibles en quelques clics. Manon, la parole est à toi. Merci Chloé. Bonjour à toutes et tous. Donc très rapidement, des espaces pour rester en veille sur l'ensemble des dispositifs qu'il peut y avoir soit au national mais également sur notre territoire. Vous avez la plateforme Essor, donc, qui est animée par la CRES. On y retrouve des accompagnements, des financements, mais surtout une veille des appels à projets, qu'ils soient liés à la crise ou non d'ailleurs. Et vous avez la possibilité donc de vous abonner au Flash Essor. Ça vous permet de recevoir derrière les nouveautés 2 fois par mois, donc par mail. Ensuite, la page Info Covid, donc, qui a été évoquée durant le webinaire. Donc, c'est vraiment les dispositifs, les interlocuteurs et qui vont vraiment vous aider donc, dans la gestion de crise et également la relance.
Et associé à ça, il y a une newsletter qui met vraiment en lumière donc, les actualités avec des focus sur les dispositifs, mais également des ressources qui sont à votre disposition. Et enfin, bon, ça a été évoqué plusieurs fois durant ce webinaire, on invite les structures à se tourner vers les réseaux locaux et sectoriels dès qu'il y a les premiers signes d'alerte, on va dire, sur les difficultés. Voilà, il ne reste plus qu'à remercier tous les intervenants et tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Désolée pour le léger retard. Le support va donc être envoyé à tout le monde. Un prochain temps devrait être organisé au mois d'octobre sur cette thématique-là pour aller encore plus loin. En tout cas, s'il faut retenir les 2 grands conseils qui ont été largement évoqués aujourd'hui, ne pas rester seul, savoir aller prendre les mains qui vous sont tendues par différents interlocuteurs et ne pas hésiter à activer les dispositifs d'accompagnement avant d'aller solliciter les aides financières, puisqu'elles sont bien souvent très complémentaires, ces différentes aides. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Bon jour férié également. Et en espérant vous retrouver au mois d'octobre pour le prochain temps. En tout cas, vous en serez informés. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée.